allons le diffuser. Cependant, la liste des participants ne sera pas diffusée et si les intervenants le souhaitent, on pourra couper leur partie au montage. Si vous avez des questions à ce propos, vous pouvez bien entendu nous écrire. Alors, ici, pour petit rappel, voilà comment couper micro et caméra si besoin sur Teams, comment afficher et masquer le chat si vous souhaitez donner des informations, mais je vois que la plupart d'entre vous maîtrisent déjà parfaitement l'application Teams. Tout d'abord, je vais vous dire un petit mot du déroulé de ce webinaire. Un webinaire donc, qui est organisé par 1000 doctorants et un certain nombre de ses partenaires que je remercie pour leur active participation à la préparation. Un grand merci bien sûr aux invités qui se sont rendus disponibles pour participer à l'événement. Quatre interventions sont prévues. Tout d'abord, un temps d'introduction d'une vingtaine de minutes. Nous sommes déjà dedans, où je vais préciser un petit peu les enjeux de ce webinaire. Et ensuite, ce sera Grégoire Fett, maître de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes, chercheur au laboratoire PACT et chargé de mission développement des partenariats territoriaux. J'ai fait une petite coquille, vous me pardonnerez, euh, dans le PowerPoint, qui va nous donner des éléments de contexte et de diagnostic sur cette question je vois qu'il y a eu un problème de présentation. C'est pas grave, ça arrive. On va la remettre tout de suite. Donc, il va donner des éléments de contexte. Ensuite, un deuxième temps sera consacré ici à des retours d'expérience, témoignages et réflexions de la part de trois invités. Solène André à la métropole du Grand Lyon, Alexandre Mignotte à la métropole Grenoble-Alpes, et enfin, attendez, excusez-moi, on va remplacer. Et enfin, Marie Piron, qui est une de nos partenaires, qui travaille, qui représente l'Association des villes universitaires de France. Je vous rassure, le PowerPoint est en train de charger, et qui est aussi élue à la ville d'Ivry-sur-Seine et chercheuse. Alors, on a encore 3 petites secondes, le temps que le PowerPoint charge à nouveau. Excusez-moi, on a un de nos invités qui a un petit souci de connexion. Je lui envoie juste un petit mot tout de suite. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, donc, ça y est, retour au PowerPoint. Surtout, ne pas cliquer sur arrêter la présentation. Donc, nous en étions une session d'intervention avec trois témoignages que j'ai précisés à l'instant. Et enfin, nous aurons pour terminer un petit temps de discussion où nos partenaires prendront la parole, une partie d'entre eux du moins, pour réagir et compléter les interventions. Donc, en premier lieu, c'est Grégoire Fett. Ah non, excusez-moi. En premier lieu, pourquoi un webinaire sur les stratégies de recherche des collectivités territoriales? Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à cette invitation. Ce webinaire, en fait, émane d'une réflexion collective du programme 1000 doctorants pour les territoires et de ses partenaires à s'interroger sur les stratégies de recherche des territoires. Est-ce que ces stratégies existent? Comment les mettre en place? Nous sommes intéressés à savoir si ces collaborations étaient réservées était de l'apanage, disons, des seuls territoires métropolitains proches des pôles universitaires, mais nous avons tout de même remarqué, et ce dans tous les territoires, un intérêt croissant des élus, des services aussi, des collectivités pour les travaux de recherche. Et donc, nous souhaitions nous interroger sur les rôles que peut tenir la recherche auprès de l'action publique locale. Je vois que notre dernier invité a réussi à rejoindre la réunion. C'est parfait. Donc, les enjeux de ce webinaire sont les suivants. On va tâcher non pas de répondre à toutes les questions, mais au moins de répondre à une partie d'entre elles et puis d'en poser. Comment se passent ces collaborations? Comment sont-elles pensées? Qui sont les initiateurs et les initiatrices de ces collaborations? Quels sont les cadres que nous avons pour les faire exister? Qui sont celles et ceux qui participent et quels en sont les objectifs? Derrière et à travers ça, on va s'interroger en fait sur les leviers et sur les freins que rencontrent les acteurs locaux et les laboratoires de recherche pour mettre en place ces collaborations. Donc, dans un premier temps, Grégoire Fett, je vous invite à prendre la parole. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Grenoble-Alpes. Vous êtes aussi chargé de mission en développement des partenariats territoriaux. La coquille est encore présente sur le PowerPoint. Et vous avez beaucoup d'éléments de contexte sur cette question, je crois, dont vous pouvez nous faire part. Bien. Vous m'entendez là?
Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Bien, bonjour à chacun, chacune. Oui, donc moi je suis donc enseignant-chercheur en géographie à Grenoble, à l'université de Grenoble, et puis depuis un certain nombre d'années missionné sur les relations avec le développement des relations avec les territoires. Peut-être dire, ça me paraît important quand même, d'où je parle, comme on disait jadis là-dessus. Moi, j'ai eu une expérience enfin, j'ai eu un pied de chaque côté dans le monde territorial et dans le monde académique quand même depuis bien longtemps, puisque j'ai été élu local, élu communautaire, et j'ai travaillé en collectivité à la métro pendant un certain nombre d'années. Et puis, enfin, en termes de discipline, moi, je travaille dans le champ disons, de l'information territoriale, de ses usages, de l'aide à la décision en aménagement, voilà, ce qui m'a amené quand même à coopérer dans le cadre de recherche avec différents partenaires territoriaux, et puis aussi une source d'information qui est extrêmement riche chez tous les stagiaires qu'on envoie chaque année dans le vaste monde, notamment territorial, et qui nous donne plein de retours extrêmement intéressants. Peut-être dire aussi que j'ai pris conscience il y a, je sais pas, peut-être au moins une quinzaine d'années du potentiel de collaboration qu'il pouvait y avoir entre le monde territorial et l'université, voilà, qui m'apparaissait et qui continue à m'apparaître pas suffisamment exploité, et aussi disons, de la nécessité d'instrumenter cette collaboration. Enfin, je ne parle pas de l'instrumentaliser, de l'instrumenter déjà, pour pouvoir permettre que ça se développe. Alors, Paul a intitulé je crois, mon intervention des collaborations qui ne vont pas de soi. L'idée, c'est surtout pas de dire qu'elles ne sont pas intéressantes, c'est que ça ne se fait pas spontanément. Alors, pour différentes raisons, moi j'en citerai juste quelques-unes. D'abord, c'est préciser de quoi on parle quand on parle des relations entre l'université ou la recherche et les territoires. Pendant longtemps, et c'est toujours valide du reste, parler de la relation université-territoire, c'était en fait parler de l'aménagement universitaire, quoi, et des politiques de site. Donc il y a eu Université 2000, etc. Et même du point de vue des universités, le lien au territoire, c'était effectivement les politiques de site, les liens entre les grands établissements, ou les déconcentrations universitaires qui ont quand même occupé pas mal les collectivités et les universités, qui ont produit des choses intéressantes. Mais dans cette perspective, les collectivités étaient, disons, des financeurs, des facilitateurs, mais assez rarement des commanditaires de recherche. Peut-être deuxième ambiguïté, c'est qu'est-ce qu'on entend par territoire quand on dit travailler avec le territoire. Moi, il me semble qu'il y a deux, on vise deux choses à travers ça. Le territoire, en fait, c'est le monde extérieur, on va dire ça comme ça, hein. C'est les acteurs socio-économiques dans leur diversité, hein, thématique et géographique, mais c'est aussi les collectivités. Et il y a une forme d'ambiguïté, les deux il y a certes des liens, on pourra en reparler, mais les deux ne se confondent. Et de la même manière, si on parle de la recherche pour les territoires, il y a aussi deux manières de l'envisager. C'est la recherche pour les métiers, pour les missions des collectivités. Et puis, il y a le fait que au titre de leurs compétences, notamment pour les EPCI ou les régions en termes de développement économique, il y a comment la recherche peut irriguer le tissu socio-économique pour pouvoir développer l'innovation, l'activité économique, etc. Voilà. Autre élément qui reste aussi parfois un petit peu compliqué, c'est l'analogie qui est faite, ou le parallèle qui est fait avec la valorisation industrielle de la recherche. Ça fait quand même bien longtemps que les universités, la plupart des universités, se sont dotées de dispositifs de transfert, de R&D, d'essaimage, etc., qui fonctionnent plutôt bien. Qu'on a aussi des appels à projets, je pense notamment dans le cadre des régions, mais qui sont, on va dire, calibrés sciences dures, sciences de l'ingénieur et perspectives d'industrialisation, et assez peu action publique. Moi, j'ai eu l'occasion de m'occuper pendant 5 ou 6 ans d'un appel à projet de la région sur voilà, on finançait des bourses de thèse, ça s'appelait les ARC pour la région Rhône-Alpes. Et c'est vrai que c'était pas toujours évident, même quand on demandait des partenariats, de juger, que ce soit ex ante ou ex post, pour évaluer des projets de recherche, à partir de grilles qui étaient clairement conçues pour des projets de sciences dures et de valorisation industrielle, quoi, voilà. Alors qu'il y a tout un tas de différences, notamment
quand on travaille sur des problématiques territoriales, a priori, on n'est pas dans des logiques de concurrence, ce qui peut être le cas dans le cadre de partenariats industriels. Et deuxième chose, on est très souvent sur des problématiques qui sont transversales, pluridisciplinaires, avec un enjeu qui est que finalement, ce qui va être produit en termes de recherche, c'est assez rarement des brevets ou des procédés, mais c'est plutôt des méthodes, et que ces méthodes, pour pouvoir les valoriser, les transférer, on devrait passer par des dispositifs de formation continue, et c'est vrai que la recherche est assez peu organisée pour valoriser ces acquis à travers de la formation continue. Donc ça fait partie de différents handicap, on pourrait dire, en dépit du potentiel, comme je disais tout à l'heure, des besoins qui se manifestent quand on veut développer les relations entre l'université, enfin la recherche universitaire et les collectivités. Alors, une des questions qu'on s'est posées il y a déjà un certain nombre d'années, c'est de se dire, mais en fait, essayons d'objectiver quelle est l'importance qualitative et quantitative de ces recherches, parce que c'est vrai que quand on discute avec des collègues dans les laboratoires, et j'y reviendrai tout à l'heure, la plupart d'entre eux ou d'entre elles travaillent avec des collectivités, donc il n'y a pas de problème, puisque moi, en tant qu'universitaire, je travaille avec des collectivités, c'est donc que les collectivités travaillent avec des universitaires, ce qui n'est pas forcément bijectif comme relation, donc on voulait essayer d'objectiver. Et donc, il y a à l'époque un doctorant, Johan Morin, qui a, en lien avec l'ADCF et la DGCF, réalisé une enquête auprès de 350-400 DG, DGA de collectivités en France. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer par le menu, parce que c'est un petit peu dense, mais l'idée, c'est qu'on a demandé aux collectivités, est-ce que vous êtes confrontés à des enjeux d'innovation? C'est ce qu'on a là, ici, avec le graphique bleu. Je crois que vous ne voyez pas ma flèche, alors à ce moment-là, je vais laisser Paul. Je ne sais pas si Paul il peut bouger la flèche. Non, vous pouvez. Je ne suis pas certain que vous voyez mon curseur non plus. Non, on ne voit pas. Vous aurez accès au PowerPoint pour voir le détail. Bon, bon, je vais aller très très vite. Hein. On demandait aux répondants, est-ce que vous êtes confrontés à des enjeux d'innovation? La plupart disaient oui, clairement, majoritairement, très très majoritairement. Et est-ce que des fois, quand vous savez, est-ce que des fois vous ne savez pas faire? Et effectivement, la plupart d'entre eux disaient, il y a des fois on ne sait pas faire, et même des fois on doit renoncer parce qu'on ne sait pas faire. Et on leur demandait, mais quand vous ne savez pas faire, vers qui vous vous tournez? Et donc c'était principalement les réseaux professionnels, éventuellement des consultants, et l'université venait quand même assez loin dans la liste. Et on demandait après, est-ce que vous avez eu l'occasion de coopérer avec l'université, ne serait-ce qu'à travers l'accueil de stagiaires? Et on avait à peu près moitié-moitié de répondants qui avaient déjà travaillé avec l'université, l'autre moitié pas du tout. Bon, cela étant, je pense qu'on a majoré la part de ceux qui avaient travaillé avec l'université, parce que ceux qui n'étaient pas du tout intéressés, a priori, n'ont pas forcément répondu. Mais ce qui était en tout cas assez intéressant, c'était que quand on leur demandait, est-ce que en gros, vous pensez que c'est compliqué de travailler avec l'université, et est-ce que vous êtes en demande? Et ce qui était assez étonnant, c'était que quand on faisait 2 paquets, ceux qui n'avaient jamais travaillé avec l'université considéraient que c'était compliqué, n'étaient pas tellement en demande. C'est le graphique que vous avez à gauche, là, en haut à droite, pardon. Et à l'inverse, ceux qui avaient déjà travaillé avec l'université, en fait, trouvaient que finalement ça se passait plutôt bien et en redemandaient, si j'ose dire, et d'une certaine manière étaient déçus en bien, Donc, ça veut dire qu'il y a clairement à la fois une demande et un potentiel très 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 important de liens, de collaboration. Sauf que il y a quand même un certain nombre de remarques qui étaient émises justement sur la difficulté qu'il peut y avoir à travailler avec la recherche, sur tout un tas d'aspects qui vont être la question des temporalités, la question des différences de langage, la question des attentes ou des objectifs qui peuvent différer. Voilà. Donc, ce qui nous a amené un petit peu plus tard avec la DGCF, l'Association des directeurs généraux des communautés. Paul, si vous pouvez rester sur celle d'avant. Merci. Ce qui nous a amené à faire une enquête complémentaire, alors qui est peut-être moins une enquête qu'un sondage. L'idée étant de se dire, on va proposer quelque chose et puis on va voir comment ça réagit. Donc on a lancé cette enquête, alors on l'a lancée au printemps dernier, inutile de vous dire que le contexte n'était pas très favorable. On a eu à peu près 80 répondants. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de voir le profil des répondants, ce que vous avez dans la partie du dessous, puisque c'était une enquête sur une base d'une réponse volontaire. Donc, c'est les personnes qui étaient intéressées qui ont répondu. S'il faut faire, je ne vous détaillerai pas,
pas les tableaux, vous les aurez, je pense qu'ils vous seront transmis, mais le répondant type, c'est un homme de plus de 40 ans, plutôt un master sciences sociales, et qui travaille plutôt dans un EPCI rural et moins du côté, disons, métropolitain, ce qui peut laisser à penser que c'est plutôt dans ce type de configuration-là que les besoins se font sentir, ou qu'en tout cas, ils ne sont peut-être pas suffisamment satisfaits. Paul, voilà. Alors, donc on leur demande, on a cette enquête ou ce sondage, ils ont fonctionné en plusieurs temps. En premier temps, c'était de savoir s'il y avait un intérêt pour le principe d'une collaboration et d'une collaboration qui soit mutualisée. On va y revenir tout à l'heure. Bon, tous les répondants considéraient que leur activité pouvait relever d'une démarche d'expérimentation, de recherche. 3 sur 4 réponse à leur questionnement, ni dans leur réseau habituel, ni dans les travaux scientifiques auxquels ils peuvent avoir accès. Et tous considèrent que leur activité peut effectivement justifier une démarche de recherche. Les 2 tiers d'entre eux avaient déjà envisagé de solliciter des chercheurs, mais en partant du principe qu'ils ont en interne les compétences, les capacités, parce qu'une bonne partie d'entre eux, et de plus en plus d'ailleurs, ont fait des études universitaires, donc sont plutôt acculturés à ces démarches-là, donc voilà, estiment être compétents pour pouvoir travailler avec des chercheurs, mais la moitié estime ne pas être acquise politique, la part des élus, et au plan matériel, en termes financiers, d'ingénierie administrative. Par contre, 95% des répondants déclarent être intéressés à s'inscrire dans un dispositif qui serait mutualisé et de ce qu'on pourrait appeler, non pas de la R&D, puisqu'on n'est pas dans la recherche-développement au sens classique, mais plutôt de l'innovation, voilà, donc ce qu'on pourrait appeler de la RI territoriale. Paul? Voilà. Alors, après, la question, c'était quelle est la nature des besoins de vous rencontrer? Alors, on a fait 3 catégories, bon, ça vaut ce que ça vaut. Ce qu'on a appelé les nouveautés fonctionnelles, c'est plutôt lié à des évolutions technologiques, réglementaires, donc avec des approches plutôt métiers, assez spécialisées. Ce qu'on a appelé plutôt des innovations fonctionnelles, c'est sur les modes de faire, l'organisation, le management, donc avec un enjeu de transversalité, et puis les mutations de fond, sur des tendances lourdes, des signaux faibles, pour lesquels, disons, l'approche peut être conceptuelle et les traductions clairement aussi en termes d'orientation politique. Les 3/5 des répondants disaient en gros se débrouiller, si je veux dire, pour ce qui était des nouveautés fonctionnelles, mais par contre, 3/4 n'estimaient ne pas disposer des outils pour appréhender des innovations fonctionnelles, et c'était encore plus vrai pour les évolutions de fond. Ce qui fait que, pour revenir un petit peu à cet aspect-là, là aussi 9 sur 10 des répondants étaient disposés à s'impliquer dans des démarches de recherche et innovation, portant sur les innovations de fond, mais dans le cadre d'une approche qui serait comparative et partenariale entre territoires. Donc après, il s'agissait de savoir quelle réponse proposer. Une fois qu'on a identifié les besoins, et on verra tout à l'heure en termes de domaine, comment ces deux besoins s'expriment, dans l'enquête, on a dit, et en gros, imaginons qu'il existe quelque chose qui s'appellerait une agence de RI territoriale à l'échelle nationale, régionale, voilà, à voir, et qui réaliserait 4 types d'opérations successives. Primo, c'est en étant à l'écoute des territoires et des collectivités, d'identifier un besoin récurrent, partagé, repérer des chercheurs qui seraient susceptibles, enfin des disciplines d'abord, et puis des chercheurs ou des laboratoires qui seraient intéressants et intéressés à participer à une recherche sur ce point-là. Dans un deuxième temps, il faut construire une problématique scientifique. C'est pas le tout d'avoir identifié un problème. Il faut que on en fasse une problématique qui est, disons, la maille scientifique pour que ça puisse intéresser des chercheurs. Donc là, il y a un dialogue à avoir entre chercheurs et praticiens pour arriver à formaliser une problématique et puis se dire comment on monte une commande. Cette commande étant d'une certaine manière mutualisée, c'est-à-dire qu'il y a des cofinancements. Et puis, on s'entend aussi sur les livrables, sachant qu'une des remarques qui est souvent faite de la part des collectivités quand elles ont travaillé avec la recherche, c'est de se dire intellectuellement c'était très 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 intéressant, mais à la fin on a l'impression pas toujours d'avoir d'éléments tangibles entre les mains pour agir. Donc voilà, une structure de ce type-là devrait s'engager à garantir
des valorisations, j'ai mis un S à valorisation, mais au bénéfice des différentes parties prenantes. Après, il y a une mise en œuvre de la recherche, de la démarche de recherche ou d'expérimentation, avec des territoires qui peuvent se déclarer comme territoire un peu d'essai, cobaye, mais avec un pilotage qui soit partenarial, pas exclusivement scientifique. Et puis, une dernière phase, où on diffuse les résultats. Comme j'exprimais tout à l'heure, les chercheurs vont faire des publications scientifiques, mais il y aura aussi des déclinaisons à travers de la formation, des livres blancs, que sais-je encore, quoi. Voilà. La plupart des chercheurs... Oui. Il nous reste 20 petites secondes et après, je voulais garder 1 minute pour vous poser au moins une petite question. Désolé, je fais un timing un peu. Bon, je vais très vite. Bon, pour dire que la majeure partie des répondants considéraient qu'un schéma comme ça, en fait, les satisferait, voilà, qui seraient prêts à soutenir l'idée auprès de leurs élus, même à s'intéresser à titre personnel, à s'impliquer là-dedans. Et dernière diapo, parce qu'elle me paraît importante, je vais aller très vite. On leur demandait quelles seraient les thématiques qui pour eux seraient prioritaires, voilà. Voilà. Et c'est ce graphique que vous avez en haut à gauche. Voilà. Et ce qui apparaît, c'est que en rouge, c'est ce qui est considéré comme des thématiques pour lesquelles c'est relativement impératif d'avoir de la recherche-innovation. C'est sur les mutations socio-économiques, énergétiques, environnementales, sociales et sociétales. Et en fait, les aspects technologiques, et ça, il me semble que c'est quelque chose de relativement intéressant, viennent plutôt en queue de liste, y compris d'ailleurs le numérique. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde le graphique de droite, en bas à droite, c'est de se rendre compte qu'en définitive, les attentes ne sont pas si, quand on prend les types de territoires dans lesquels travaillaient les répondants, en fait, les attentes ne sont pas si différentes que ça, à l'exception sans doute des villes, des petites villes qui, elles, sont beaucoup plus sans doute sur des aspects opérationnels et moins disponibles, si je peux dire, pour pouvoir se poser des questions en termes d'innovation. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire. Désolé d'avoir pressé un petit peu la fin. C'est toujours un peu difficile à tenir ces timings, des éléments très intéressants, cette typologie des besoins que vous avez exprimés entre besoins d'innovation, besoins fonctionnels, et puis il y a la question des profils, des territoires aussi, qui illustrent bien à la fois les spécificités, mais aussi les besoins communs. Peut-être pour poursuivre là-dessus et pour terminer avec une petite question, puisque nous avons peu de temps, on a ici cette enquête, elle est consacrée aux communautés qui elles-mêmes en fait recouvrent des réalités territoriales très différentes, mais en termes d'échelle de collectivité et d'organisation, est-ce que d'autres collectivités, vous pensez, sont des échelons tout aussi pertinents, la mairie, la région, le département, pour ce type de collaboration? Alors, sur les communes, moi, il me semble qu'il faut faire la part des choses entre les petites communes et puis on va dire les villes petites et moyennes. Bon, les petites communes, je pense que bon, voilà, c'est à travers les EPCI qu'elles pourront s'impliquer là-dedans. Je vois mal comment on pourrait le faire autrement. Sur les petites villes ou les villes moyennes, moi, par ailleurs, j'ai l'expérience là, on avait mis en place avec la région Rhône-Alpes pendant 5 ou 6 ans un observatoire de l'innovation à travers les stages d'étudiants de master ou de licence pro, et où en fait on demandait, on a quand même eu 1500 réponses cumulées sur ces différentes années, où on essayait de savoir, d'appréhender la question de l'innovation à travers les thématiques de stage des étudiants. Et ce qui était frappant, c'était de se rendre compte que de manière quasi systématique, il y avait 2 catégories, alors que la moitié des stages étaient déclarés comme innovants en moyenne, pour lesquels 2 catégories pour lesquelles c'était moins important, c'était les petites villes, voilà, où c'était vraiment l'opérationnalité, et le secteur privé, les bureaux d'études, ce qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Voilà. Après, bon, il y a une autre catégorie particulière que sont les PNR, où là, il y a plein de choses qui se passent en matière de recherche, mais je dirais c'est normal, c'est dans leur patrimoine, dans leur mission, dans leur patrimoine génétique. Voilà. Les départements, moi je pense qu'ils pourraient avoir un vrai rôle à jouer dans la mesure où en fait c'est le niveau de l'ingénierie territoriale ou de l'ingénierie de territoire, et ils sont certainement parmi les plus légitimes aussi pour faire remonter des besoins dans des champs aussi divers que la santé, le social, éventuellement les mobilités, etc. Je ne suis pas sûr qu'il soit, je n'ai pas une connaissance exhaustive de ce qui se passe au niveau département, je ne suis pas sûr qu'il soit organisé pour ça. Et puis, alors pour moi, un acteur majeur, c'est la question des régions. C'est les régions parce que on est à la croisée de plusieurs de leurs compétences, c'est-à-dire le développement économique, l'aménagement du territoire et l'enseignement supérieur et la recherche.
Alors, plusieurs choses, c'est que d'abord, elles ont besoin de recherche parce qu'elles ont besoin d'avoir une sorte de vision un peu intégrée, prospective, stratégique, donc de solliciter un peu de l'expertise scientifique. Elles ont un rôle d'impulseur, de facilitateur, de collaboration entre les territoires, quand même, d'animation. Et puis, elles financent la recherche. Et moi, ce qui m'a quand même un peu toujours frappé, c'était de se rendre compte que, je prends le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui consacre quand même beaucoup d'argent à l'enseignement supérieur et à la recherche. En fait, une structure de la taille d'une région comme celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est valable pour d'autres, dans laquelle il y a autant de compétences, si j'ose dire, et confrontée à autant d'enjeux d'innovation, devra avoir un service de R&D d'une certaine manière. Or, à ma connaissance, ça n'existe pas dans les régions. Et pour moi, c'est un vrai manque. C'est-à-dire se dire comment une structure comme la région se pose des questions de recherche sur son métier à elle, si j'ose dire. Voilà. Et avec ce que ça suppose aussi, la recherche, c'est aussi l'appui sur la prise de risque. Voilà. Et il me semble que ça, c'est un vrai. Il y a une vraie carence. Et puis, dernier élément, enfin, il y a encore deux autres qui restent sur ces questions-là. Je pense au CEREMA, je pense à des choses comme le PUCA, POPSU, etc., qui sont des choses extrêmement intéressantes, mais qui restent un peu pour des happy few, ou en tout cas un peu descendantes, quoi, qui sont un peu top-down. Et puis le CNFPT, qui certes sollicite des chercheurs souvent dans des circonstances genre les entretiens territoriaux de Strasbourg, l'INET, les INSET, etc. Mais à ma connaissance, SENS ne s'est pas positionné, en tout cas encore, comme commanditaire de recherche. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire. J'imagine qu'en tout cas, c'est des questions qui Mm. les intéressent dans tous les cas et qu'ils ont à cœur de traiter. Donc, je vous rappelle que le diaporama sera disponible à la fin de la présentation. On vous rassure, vous pourrez avoir tout le détail de cette présentation très complète et de tous les éléments que Grégoire Fett nous a donnés. Sans plus tarder, on va passer à trois prises de parole et retours d'expérience. J'invite tout de suite Solène André à prendre le contrôle de la présentation et à prendre la parole en même temps. Solène André, qui est chef de projet université, partenariat et grands équipements à la métropole du Grand Lyon. La métropole du Grand Lyon qu'on évoque souvent comme exemple d'une collectivité qui a de nombreuses relations et collaborations avec les territoires. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, je vais prendre le contrôle de la présentation. Est-ce que c'est bon? Oui, ça a priori, ça marche. Je vais passer à la slide suivante. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Solène André, chef de projet université au sein d'une direction innovation et action économique de la métropole de Lyon. Et pour démarrer, j'ai remis quelques éléments de contexte. Alors, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais ça permet de comprendre dans quel cadre s'inscrit la suite de mon exposé. Simplement pour vous rappeler qu'effectivement, la métropole de Lyon, c'est une collectivité qui est relativement récente, qui est née au 1er janvier 2015 avec des compétences élargies. Donc, à la fois les compétences de l'ex-communauté urbaine, qui étaient des compétences en majorité plutôt techniques, et les compétences de l'ex-département du Rhône, qui sont plutôt des compétences sociales. Et c'est important de le garder en tête pour la suite de mon propos. Donc 59 communes, 1,5 million d'habitants, et sur ce territoire, une administration métropolitaine voilà, qui n'est pas une petite administration, hein, puisque nous sommes, alors on est même 9200 agents réunis dans cette délégation. Et je trouvais important de le rappeler parce que ça vous explique à quel point ça va être compliqué d'avoir une visibilité de tous les partenariats de recherche qui peuvent exister, et bien parce que nous sommes très nombreux au sein de cette collectivité. Je vous ai également remis quelques éléments sur le site universitaire qui a la particularité d'être à cheval sur 2 territoires, donc sur le territoire de la métropole de Lyon et de celui de la métropole de Saint-Étienne. On a 165 000 étudiants, on a surtout bien plus de 13 000 chercheurs, hein, donc doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs, chercheurs internationaux qui sont présents sur le site, et surtout 172 laboratoires de recherche publics. Donc là encore, un potentiel de collaboration qui est somme toute important.
Donc, en termes de collaboration entre la collectivité et le monde de la recherche, on commence à avoir un certain nombre d'outils et en tout cas un certain nombre d'actions dans ce sens-là. Je pense notamment à notre collaboration avec la Public Factory. Là, j'avais dit que je ferais un petit clin d'œil parce que je sais qu'ils sont présents à ce webinaire. Mais du coup, pour ne pas rentrer dans le détail, comme le temps de présentation est relativement contraint, j'ai plutôt choisi de vous présenter la démarche qu'on a mise en œuvre en 2019 et qui est un outil qu'on a mis en place pour recenser l'ensemble des partenariats de recherche qu'entretient la collectivité avec les laboratoires du territoire. Donc l'origine de cette démarche, donc même si je parle de 2019, c'est une démarche qui est ancienne, qui remonte à 2009, donc il y a de cela 2 mandats, avec le lancement d'une démarche qui s'appelait Métropole des savoirs, qui était l'objectif de développer le dialogue sciences-société avec les politiques publiques du Grand Lyon. À l'époque, le service université n'existait pas. En revanche, on a la particularité au sein de la métropole, qui existait déjà à l'époque et qui existe toujours maintenant, d'avoir une direction de la prospective et du dialogue public. Donc, direction de la prospective qui est notamment en charge de faire ce lien et cette connexion entre les services et le monde de la recherche, pour cet apport de la recherche sur les différentes politiques publiques de la collectivité. Et à l'époque, cette direction de la prospective, elle éditait tous les ans un état des lieux de toutes les collaborations du Grand Lyon avec l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, le dernier en date a été publié en 2014. J'essaye de changer, voilà. Et donc, dans l'état des lieux de 2014, comme vous pouvez le constater, on était plutôt sur des collaborations très techniques, donc sur les compétences, bien évidemment, du Grand Lyon. Donc, l'urbanisme, tout ce qui concernait le bâtiment, la mobilité, l'eau. On avait une seule collaboration sur le développement économique. Donc vraiment les grands domaines de l'action communautaire, mais on a cette collaboration qui est assez historique sur certaines thématiques de la collectivité, notamment dans le domaine de l'eau, de la gestion de l'eau, puisque les collaborations, elles existent depuis les années 80 entre les services techniques et les laboratoires de recherche, notamment de l'INSA de Lyon. Alors, je ne sais pas pourquoi précisément ces collaborations existent. J'ai une petite idée qui est, à mon avis, le fait que beaucoup d'agents du Grand Lyon à l'époque, et c'est encore le cas pour la métropole, sont des diplômés de l'INSA Lyon, donc de l'école d'ingénieurs INSA de Lyon, et que donc, de fait, les collaborations s'en trouvaient facilitées et en tout cas quelque peu naturelles. Donc, on a choisi en 2019, donc entre 2014, enfin 2015, le service université a été créé. Et entre 2015 et 2019, nous n'avons pas relancé cet état des lieux. Nous avons choisi de le relancer en 2019 parce que le service était de plus en plus sollicité par les directions de la collectivité pour travailler avec la recherche. Et on s'est dit qu'il serait intéressant de compiler et en tout cas de donner une lisibilité à toutes ces collaborations. Cet état des lieux, il a été retravaillé et thématisé. Donc, comme vous pouvez le constater sur le côté gauche de la slide, il est découpé selon les catégories de politique publique qui a été mis en place par notre direction de la prospective. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, il s'est enrichi des nouvelles compétences de la collectivité, donc les solidarités, l'éducation, la culture, le sport, l'habitat, etc. Notre objectif, c'est vraiment de valoriser entre la métropole et le monde de la recherche.
C'était aussi de faire dialoguer les services avec les chercheurs et potentiellement de provoquer de nouvelles collaborations. Et puis, c'était aussi de montrer l'impact de la métropole sur la recherche et les influences de la recherche sur l'action métropolitaine. Hop, je change de slide. Donc, on arrive en fait à un document qui recense à peu près une soixantaine de projets, donc des projets très diversifiés qui vont de l'observatoire, de l'habitat jusqu'au projet de la protection maternelle et infantile, voilà, sur l'évolution de la santé publique, sur la culture avec la découverte d'un chaland romain sur un site archéologique. Enfin, voilà, des sujets véritablement extrêmement diversifiés. Bien évidemment, ce document, il est accessible et disponible et voilà, je vous invite à aller le consulter. Ça peut paraître un peu rébarbatif comme ça, mais en fait, c'est extrêmement intéressant et ça montre la diversité de l'action publique. Parce qu'il est service université, c'est le projet MobiCampus qui se fait en collaboration avec le LabEx INU, donc Intelligence des mondes urbains, et qui vise en fait un recueil de données sur les mobilités des usagers des campus universitaires, donc usagers au sens large, c'est-à-dire à la fois les étudiants, les enseignants et les personnels. Et l'objectif, c'est d'avoir un véritable observatoire qui puisse permettre ensuite d'infléchir, en tout cas de faire évoluer les interventions publiques et la desserte de mobilité sur ces campus. Donc, où est-ce qu'on en est, où est-ce que l'on en est maintenant, à quel stade de maturité? Alors, il faut que je précise que cette slide, elle a été faite en fin 2019, quand nous sommes allés présenter le guide des partenariats recherche à notre direction générale des services. Et à l'époque, on proposait plusieurs pistes d'action, notamment d'optimiser l'existant. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que bien souvent, nous sommes dans des sollicitations ponctuelles de chercheurs ou dans des sollicitations ponctuelles de praticiens de la collectivité. Et on souhaitait proposer de mettre en place une démarche pour mieux formaliser les relations de la collectivité avec le monde de la recherche. On proposait également d'installer des gestes symboliques, donc notamment au travers du prix de jeunes chercheurs, puisque la métropole, en son nom et au nom de la ville de Lyon, remet chaque année 3 prix à des jeunes chercheurs du territoire. Donc, on proposait de travailler sur ce type de gestes un peu symboliques. Et puis, on proposait également de développer nos propres appels à projets pour une recherche impliquée sur des thèmes d'intérêt pour la métropole. Ceci venant du fait qu'avec notre élargissement des compétences, il y avait potentiellement l'idée de travailler sur des nouvelles thématiques, notamment sur l'éducation, etc. Et puis, au sein du service en lui-même, on proposait de mettre en place une vraie animation de réseau pour de nouvelles dynamiques, notamment de développer le concept de ce qu'on appelle les rencontres académiques, c'est-à-dire des sortes de séminaires qui sont mis en place dans lesquels praticiens de la métropole et chercheurs échangent sur des projets en cours et sur potentiellement des collaborations futures. Et puis de travailler sur comment on facilite en fait les collaborations, notamment sur les leviers juridiques et financiers. Donc, comment effectivement on permet aux directions de mieux connaître les dispositifs existants pour travailler avec la recherche. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une slide qui date de fin 2019. Depuis, effectivement, on a connu une année 2020, alors certes avec la crise sanitaire, mais également pour nous avec un changement d'exécutif. Et pour l'instant, nous n'avons pas reparlé de cette démarche avec notre vice-président aux universités. Donc pour l'instant, la
la démarche, elle est quelque peu en stand-by. Voilà, mais j'ai cru sentir chez notre vice-président une certaine appétence pour la question de la recherche. Voilà, le territoire, on a accueilli mi-novembre les rendez-vous Carnot. Alors cette année qui était en format dématérialisé, enfin digitalisé. Voilà, les rendez-vous Carnot qui sont une convention d'affaires entre la recherche, les laboratoires de recherche publics et les acteurs économiques du territoire. Et voilà, notre vice-président est sensible à toutes ces questions-là. Donc, c'est certainement des sujets sur lesquels nous retravaillerons avec lui dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Solène, pour ces éléments. Très intéressant de voir comment est-ce que la métropole du Grand Lyon essaye de structurer, d'encadrer, d'imaginer des systèmes d'appel à projets pour mieux formaliser les besoins de la collectivité et les réponses qui peuvent y être apportées par la recherche. Il nous reste un petit peu de temps pour une question. Je vais en profiter pour prêcher un petit peu sur ma paroisse. Pour ma paroisse, la métropole du Grand Lyon est aussi connue pour employer de nombreuses thèses chiffres au sein de la collectivité. Est-ce que vous savez à peu près combien de chiffres, par exemple, ont lieu en ce moment ou sur quelles thématiques elles peuvent réfléchir? Alors, on a actuellement 7 thèses chiffres qui sont accueillies au sein des services de la métropole. On est plutôt sur des sujets, sur des thématiques ex-communauté urbaine, donc plutôt sur la direction de l'eau, des mobilités, des questions environnementales, etc. Donc on est à une thésarde notamment sur le projet Mobicampus que je vous présentais tout à l'heure. Donc cette thèse chiffre, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup pour une collectivité. Voilà, c'est pas évident, ça demande un investissement de la part d'un service voilà, pour accueillir un doctorat en chiffres. Mais voilà, ils sont accueillis. En tout cas, ils y trouvent un intérêt et les services y trouvent un intérêt voilà, dans les collaborations qui sont toujours fructueuses. D'accord, merci beaucoup. Un bel exemple de collaboration qui fonctionne. Bon, là, évidemment, avec un cadre juridique et administratif extrêmement déterminé. J'aurais évidemment bien d'autres questions à vous poser, Solène André, mais on va peut-être s'arrêter là parce que je vois que l'heure tourne et qu'on est à notre quinzaine de minutes. Et je vais donc vous remercier à nouveau pour cette présentation. Peut-être vous demander si vous aviez le lien vers le premier document 2009-2014 des collaborations avec la recherche pour télécharger ce document, si jamais vous pouvez nous le donner dans le chat, si ça intéresse nos participants. Oui, pas de souci. Sur le 2009-2014, vous les trouvez sur le site Millénaire 3, donc je vais vous envoyer le lien dans le chat. Sur le 2015-2020, donc celui qu'on vient de sortir, à ma connaissance, il n'est pas facilement accessible en ligne. Mais potentiellement, voilà, je pourrais vous le faire passer et puis vous pourrez le faire passer aux participants qui le souhaitent. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Et j'invite maintenant Alexandre Mignotte de Grenoble-Alpes Métropole à prendre la parole. Alexandre, j'espère que vous avez pu résoudre vos problèmes de connexion. Ah, je donne 15 secondes, sinon on va laisser Marie Pierron intervenir juste avant. Alexandre, est-ce que vous nous recevez? Bon, c'est pas grave, on va inverser, c'est pas un souci, les présentations. Marie Pierron, peut-être si vous êtes disponible, je vais vous laisser intervenir à la place d'Alexandre le temps de régler un éventuel souci de micro. Pas de souci. Alexandre nous entend. Alexandre, est-ce que vous pouvez prendre la parole en activant votre micro? Nous ne vous entendons pas. Ah, zut. Alors, on se donne 30 secondes afin de voir si Alexandre Mignotte arrive. Non, on ne vous entend pas, Alexandre. Est-ce que votre paramétrage de micro est bien réglé?
Bon, écoute Alexandre, pas de souci. Je vous laisse vérifier le paramétrage du micro. Si vous avez un casque, peut-être, c'est ça qu'il faut regarder dans les autres actions. Ah! Allez-y Alexandre. On vous a entendu l'espace d'un instant. Bon, j'inverse l'ordre des présentations pour laisser Marie Pierron parler. Je vous laisse faire vos tests de micro. Ah! Non, ça c'est vous Marie. Alexandre? Ah voilà, non? Non, ça c'est pas vous. OK. Bon Marie, je vous laisse commencer et puis si Alexandre parvient à fonctionner niveau micro après, je lui laisserai prendre la suite. OK. Donc merci de me permettre d'intervenir aujourd'hui pour présenter ce qu'on fait à la ville d'Ivry, qui est une commune populaire du Val-de-Marne, donc juste au sud-est de Paris. Il y a environ 62 000 habitants dans cette commune, et c'est une commune qui connaît une croissance en nombre d'habitants depuis maintenant quelques années. Dans cette commune, il y a aussi 7 000 étudiants qui sont dans des établissements ivriens, mais on pense qu'il y a aussi environ 5 000 jeunes ivriens qui sont étudiants dans des établissements extérieurs. On a aussi un certain nombre de résidences étudiantes, une délégation régionale du CNRS et surtout un pôle de recherche et de soins en gériatrie, qui est vraiment un point essentiel, vous allez le voir par la suite, pour nos relations entre collectivités territoriales et recherche. On a aussi des laboratoires. Alors, on a un laboratoire historique, qui est le laboratoire Frédéric Joliot-Curie. Il s'était installé à Ivry un petit peu avant-guerre. Alors, je dirais que les liens entre notre ville et puis la recherche, même si elles ne datent pas de Frédéric Joliot-Curie, elles sont quand même de longue date. Voilà, donc moi je suis maire adjointe en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture scientifique à Ivry. Je suis également conseillère territoriale au territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Je suis ingénieure de recherche dans un laboratoire de neurosciences, alors à l'Université de Paris et pas à Sorbonne Université. En fait, Sorbonne Université, c'est là où j'ai fait mon doctorat. Voilà, on peut passer à la suivante. Mais à culpa. Alors, à Ivry, on se pose depuis un certain temps la question de la diffusion de la culture scientifique en direction des habitants, bien évidemment, parce qu'il nous semble que la culture scientifique, c'est un vecteur de démocratie, bien sûr, mais c'est aussi un vecteur qui permet de mieux comprendre les enjeux de société et finalement de mieux appréhender aussi notre vie dans la ville. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle des rendez-vous des sciences. C'est des rencontres qui ont lieu vraiment au cœur des cités, dans les maisons de quartier, et pour lesquelles les thèmes sont définis avec les habitants. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un petit peu le chef de projet culture scientifique et moi qui disions « Oh, ce sujet-là est très intéressant. Par exemple, les nanomatériaux, oh là là, on en parle beaucoup. Il faudrait peut-être monter une rencontre là-dessus. » Et puis, on s'est rendu compte que si nous, on pensait que les nanomatériaux, c'était important, pas forcément le grand public et surtout pas forcément le public le plus éloigné qui va être le public qui nous intéresse le plus, puisque comme on est vraiment en proximité de Paris, finalement les habitants ils ont tout à fait la possibilité de se rendre dans les grands établissements parisiens. S'ils veulent suivre une conférence au Collège de France, ils peuvent le faire d'eux-mêmes. En revanche, je dirais le public qui n'a pas forcément l'habitude de se déplacer, eh bien lui, il n'a pas forcément accès à une information scientifique. Donc c'est pour ça qu'on a conçu ces rendez-vous des sciences. Ce sont les habitants, un groupe d'habitants avec de la maison de quartier, avec le chef de projet culture scientifique, qui travaillent à la définition du thème et puis également ensuite à la définition de la rencontre en elle-même. Donc là, vous avez l'exemple d'une rencontre dans la maison de quartier d'un quartier qui s'appelle le quartier Montmousseau. Vous avez eu un certain nombre de rencontres avec des chercheurs qui ont été programmées sur ce temps-là, des rencontres avec des roboticiens, et les roboticiens sont venus pour un certain nombre avec les robots, ce qui ont permis aussi d'avoir, je dirais, une meilleure idée de ce que ça pouvait être et de permettre d'établir un contact direct entre les habitants et les chercheurs. Parce que ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché aussi. C'est qu'on n'est pas dans une conférence, mais on est vraiment dans un échange entre les chercheurs et les habitants. Et en général, un dialogue s'établit. Alors après, on a tout un protocole, y compris avec l'intervention d'un tiers pour favoriser le dialogue, etc. Mais ça fonctionne plutôt bien.
Et je pense que le fait qu'on le travaille avec les habitants en amont, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça fonctionne. Mais on a aussi un temps particulier qui est à destination du personnel communal, en général sur ces rendez-vous des sciences, parce qu'on se dit que le personnel communal peut aussi avoir des questions scientifiques auxquelles il souhaite avoir des réponses. Parfois, c'est le personnel qui est impliqué sur un sujet, et du coup, c'est lui permettre de rencontrer des chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, ce qui peut avoir un impact direct sur leur travail. Mais parfois, c'est simplement des questions générales. Je pense à un rendez-vous qu'on a fait sur le sommeil, où là, ça nous touche tout un chacun. Et il y avait eu une participation très importante du personnel communal sur ces questions-là. Et on voit bien que là, ce n'était pas vraiment en lien avec leur... Les sciences, on les poursuit, mais on se dit qu'il faut qu'on aille plus loin. Donc, on mène maintenant différents types de projets. On mène des projets de sciences participatives, principalement avec Sorbonne Université et l'association Particitae. Donc, on a différents projets, principalement en sciences de l'environnement et en sciences humaines, qu'on va développer. Et je dirais qu'on est aussi à un niveau, je dirais, de travail sur ces questions-là qui nous fait envisager d'aller encore plus loin et d'envisager pour à peu près 2026 la création d'un tiers-lieu de la recherche à Ivry, dans un quartier qui est un quartier en plein renouvellement urbain. Et voilà, ça, je dirais que ce serait l'aboutissement de tout ce sur quoi on travaille depuis un certain temps, et ce serait l'aboutissement qui permettrait vraiment d'avoir un espace d'échange entre habitants, monde de la recherche et puis les employés communaux et également les élus. Et puis, on fait aussi un rendez-vous particulier qui va être l'Université populaire de la transition écologique, où là, on va vraiment se focaliser sur des sujets liés à la transition écologique, parce qu'on a une forte demande des habitants sur ce sujet-là, et que le format rendez-vous des sciences ne permet pas forcément d'aller au bout des questions sur ce sujet-là. Je pense qu'une des raisons pour laquelle on a créé cette université, c'est qu'on a un groupe d'habitants qui est venu nous voir en nous disant qu'ils se posaient des questions sur l'implantation d'antennes d'antennes relais. Et ils nous ont demandé finalement que des scientifiques viennent discuter avec eux, et disons qu'à la suite de cette rencontre, eux allaient prendre la décision. Donc là, le rôle de la municipalité, ça a été de rechercher des chercheurs où on a fait attention que ce soit aussi des chercheurs qui ne bénéficient pas de financement de l'industrie des télécommunications, et que ce soit des chercheurs qui soient reconnus, etc. Donc, c'est un chercheur de l'Université de Rennes, c'est un biophysicien qui est venu. Il a passé la soirée à discuter avec les habitants. Et puis ensuite, eh bien, cette association a pris la décision, ou pas, de permettre l'implantation de cette antenne. Et donc, cette Université populaire de la transition écologique, l'idée, c'est qu'elle accompagne la ville dans tout ce qu'elle va avoir à mettre en place comme changement pour la transition écologique, et qu'elle soit aussi quelque part ce lieu de débat, ce lieu qui va nourrir aussi l'acteur public dans les décisions qu'il va prendre. Il ne doit pas se baser forcément que sur, bien sûr, un retour scientifique, mais le retour scientifique, c'est quelque chose effectivement d'intéressant à prendre en compte sur ces projets-là. On peut passer à la suivante. Donc là, c'est le deuxième grand projet à Ivry, et c'est un projet qui est relativement vieux, puisqu'il date de 1990 comme point de départ, et pour arriver en gros en 2015 à la livraison du dernier bâtiment. Donc on est sur un projet où il y a 25 ans qui se sont écoulés entre les premières discussions et la réalisation globale. C'est un projet qui tourne autour du bien vieillir, puisque à Ivry, on a l'hôpital Charles-Foix, qui était jusqu'à il y a peu le plus grand hôpital gériatrique européen. Et dans cet hôpital se déroule bien sûr également de la recherche avec Sorbonne Université. Et disons que cette richesse qu'on avait sur le territoire, eh bien, les collectivités territoriales se sont dit il faut qu'on y contribue aussi, et puis il faut qu'on contribue à ce que cet hôpital puisse y compris développer sa recherche dans le domaine de la gériatrie, parce que de notre côté, en tant que collectivité territoriale, on se rend bien compte qu'il y a un enjeu de société au travers du vieillissement de la population, et qu'il faut que nous aussi, on interroge nos politiques publiques, celles qui sont faites en direction des populations retraitées.
Donc, du coup, on s'est rassemblés tous ensemble avec donc la ville d'Ivry, les quelques villes voisines, le conseil départemental du Val-de-Marne, des acteurs aussi du monde économique, du monde associatif et bien sûr Sorbonne Université qui, elle, gérait l'hôpital, qui a aussi ouvert un laboratoire qui était l'Institut de la longévité, qui travaille plutôt en neurosciences globalement. Il y a une animalerie aussi, du coup, qui s'est ouverte dans l'hôpital pour permettre le travail de recherche de ce laboratoire. Et puis, petit à petit, on s'est dit, oui, alors, la recherche, c'est très intéressant. Comment on va faire pour que ce qui est issu de la recherche soit transféré, finalement, aux habitants de notre collectivité, aux décideurs de la collectivité, etc. Et donc, du coup, on a créé des outils de développement économique. Donc, d'abord, un cluster d'entreprises qui s'appelle Soliage, et puis qui a changé de nom par la suite. Et puis également Silver Innov, qui est une pépinière et un hôtel d'entreprise dédié aux solutions innovantes pour l'allongement de la vie et l'autonomie. Et c'est ce bâtiment-là qui a été créé en 2015. Et puis, on a cet acteur initial qui est vraiment l'acteur autour duquel nous sommes tous rassemblés, c'est Futurage, qui a comme rôle de faire le lien entre les collectivités territoriales et le monde de la recherche. Alors, le président de Futurage, c'est Jean-Charles Pomerol, qui est l'ancien président de Sorbonne Université. Donc, ça montre bien effectivement les liens qu'il y a entre les différents acteurs, des liens qui sont forts, qui sont durables, puisqu'ils ont plus que 25 ans. Et véritablement, Futurage permet aux collectivités d'avoir accès à des informations sur, par exemple, la nutrition spécifique pour les personnes âgées. Mais ça a un impact direct sur la collectivité, puisque notre collectivité, elle effectue, par exemple, du portage de repas. Et donc, sur les repas qui sont préparés, il faut qu'on y réfléchisse aussi à ces questions-là. Donc, on a un intérêt vraiment direct sur les travaux qui sont menés dans Futurage ou avec les partenaires du monde de la recherche de Futurage pour que ces travaux ensuite redescendent dans les collectivités et qu'ils puissent en tenir compte dans nos politiques publiques. Donc voilà, je vous ai un peu précisé quelques projets. Il y en a bien d'autres, mais pour le temps imparti, je pense que c'est déjà pas mal. Parfait, merci beaucoup Marie. On a le temps pour une petite question. J'invite juste Alexandre à allumer son micro afin de voir si ça marche pour anticiper un peu. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ok, super, terrible. Parfait, on vous retrouve très vite Alexandre. Alors Marie, merci beaucoup. Vous avez illustré de quelle façon des projets de recherche pouvaient d'une part impliquer en fait plusieurs acteurs territoriaux, des acteurs aussi économiques, et comment en fait ils permettaient d'établir un dialogue en fait avec les populations locales. Comment est-ce qu'ils pouvaient être un outil de participation citoyenne. Dans la participation citoyenne, justement, dans les collectivités, on parle souvent des TLM, toujours les mêmes, c'est-à-dire que on a du mal à aller chercher les publics, on retrouve surtout les mêmes personnes qui sont informées de par leur profession, leur engagement associatif. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi en travaillant avec la recherche, et comment est-ce que la recherche peut vous aider justement à modifier ça, ou comment est-ce que vous amenez la recherche à ces publics-là? Oui, alors c'est une question qu'on s'est posée, notamment parce que dans nos comités de quartier, qui sont des instances où on discute sur les aménagements qui peuvent avoir lieu dans les quartiers, eh bien, on trouvait que notamment certaines parties de la population n'étaient pas présentes, et en particulier les seniors. Et du coup, après un échange complètement informel avec un chercheur en ingénierie de Sorbonne Université. Quelques semaines plus tard, il est revenu vers moi en me disant écoute, il y a une géographe qui travaille sur ces questions-là, qui travaille pour essayer de comprendre comment, dans un quartier, je dirais, les aménagements dans ce quartier font qu'il peut y avoir une moindre participation d'une partie de la population. Et du coup, je dirais que par ce projet de recherche, qui est pas tout à fait terminé d'ailleurs. On avait eu un financement de la CNAV pour ce projet-là, puisqu'il y a une méthodologie qui est mise en place, et puis y compris une application numérique qui permet à n'importe quel quartier qui se pose cette question-là de pouvoir l'utiliser par la suite. Justement, une fois qu'on aura ces préconisations qui sont faites par cette équipe de recherche toujours de Sorbonne Université, eh bien, je pense que nous, on pourra adapter aussi
ce qu'on propose en matière de démocratie participative, parce qu'il y a forcément un biais, puisqu'on n'a pas une représentativité exacte des habitants du quartier dans nos espaces de discussion. Et comme c'est des espaces de discussion, de construction, c'est extrêmement important justement qu'on n'ait pas toujours les mêmes personnes et qu'on ait vraiment un échantillon le plus représentatif possible. Merci beaucoup pour cette réponse, Marie Piron, et pour votre intervention. Maintenant que le micro d'Alexandre Mignotte fonctionne, je vais l'inviter à nous rejoindre pour sa présentation. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Il nous reste la présentation d'Alexandre et ensuite, on aura un temps pour les partenaires qui vont dire ce sera un temps assez réduit, mais c'est pas grave, vous connaissez tous le principe de ma thèse en 180 secondes, où un ou une doctorante pitch son projet de thèse en 3 minutes. Et ben, là, on pourra faire un petit peu pareil, sauf que ça s'appellera mon partenaire en 180 secondes. Alexandre, tout de suite, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de vous faire part un petit peu de mon expérience sur ces questions de lien entre recherche, université et la collectivité au sein de laquelle je travaille à présent. Excusez-moi, je coupe ma caméra parce qu'il y a quelque chose de très narcissique à se voir en permanence. Et voilà. Donc, sur mon expérience à présent au sein de la collectivité, la métropole grenobloise, effectivement, comme vous l'avez mis sur ma présentation, j'ai fait une thèse de géographie, aménagement du territoire, ici même à Grenoble, à l'Institut de géographie alpine. Ça commence à faire un petit moment maintenant, je crois, une bonne quinzaine d'années. Suite à quoi j'ai, après avoir fait différentes tâches dans mon laboratoire de rattachement, eu l'opportunité d'un postdoctorat à l'Université de Genève qui a été très, très formateur pour finalement, après, quitter le milieu universitaire, non sans regret, et m'occuper de l'antenne française d'une ONG en revenant ici à Grenoble pendant 6 ou 7 ans. Puis après, très fortement animé au regard de ma formation, d'une vive curiosité à comprendre pourquoi les politiques publiques d'aménagement du territoire, les politiques publiques territoriales se faisaient ou pas. Et donc j'ai saisi l'opportunité de passer de l'autre côté de la barrière et donc dans un premier temps de rentrer sur un statut de contractuel à la région Rhône-Alpes où je me suis occupé d'un projet européen puisque j'ai beaucoup travaillé sur des dimensions transnationales pendant ma thèse et sur mon postdoctorat. Et à la fin de ce contrat, j'ai eu l'opportunité donc de rejoindre le poste que j'occupe actuellement, donc en charge de la politique montagne et des relations aux parcs naturels régionaux à la métropole de Grenoble, où je continue d'assouvir cette curiosité avec cette fois la volonté, je l'espère, de contribuer à la création de ces fameuses politiques publiques territoriales. Et entre autres par le renforcement des liens avec la recherche et l'université. Je prends la main sur le diaporama allez-y, pour vous dire voilà, assez simplement en fait le lien déjà très fort que le territoire grenoblois entretient avec on va dire un écosystème recherche, entreprise, innovation, ce fameux triptyque grenoblois hein, qui est à l'origine du développement économique local, notamment à travers l'hydraulique, l'hydroélectricité, la houille blanche, etc. Et une période où l'acteur public, et notamment l'intercommunalité, a toujours été partenaire, hein, ça a été dit par mes collègues précédents et par Grégoire aussi. L'acteur public, la collectivité locale a toujours été un partenaire, mais il y a toujours eu des collaborations, y compris des collaborations de recherche, mais on était plus, on va dire, dans une logique d'accompagnement fort, important, de la bonne réalisation de la recherche, de la formation, de l'innovation. Voilà. On était vraiment dans l'idée que l'université et la recherche sont des moteurs
très fort de développement, d'attractivité du territoire, et en cela l'acteur public est là pour fournir les bonnes conditions de cette recherche. C'est ce qu'ont beaucoup fait, ce que font encore par exemple mes collègues de la direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation, via des investissements au moment de la période du plan campus. On a on a beaucoup financé des bâtiments sur le campus, y compris de la vie étudiante, recherche entreprise, cluster, etc. Voilà. Donc c'est une part importante du lien université-recherche, mais je dirais que courant des années 2000 et puis surtout fin des années 2000, la crise de 2008 et puis la montée en puissance des changements globaux ont amené en fait un autre positionnement par rapport à l'université, par rapport à la recherche, où là aussi, pour reprendre le terme de Grégoire tout à l'heure, on est devenu beaucoup plus commanditaire. Et on est allé un peu plus loin que des collaborations, aller chercher de l'information, chercher de la donnée, avec vraiment la volonté de travailler ensemble à la construction de la recherche. C'est-à-dire non plus spécialement de travailler sur des conditions, mais vraiment de travailler sur les contenus de la recherche. Et de travailler ensemble au contenu de la recherche, formaliser ensemble des problématiques, c'est-à-dire mettre d'une certaine manière le territoire métropolitain à l'épreuve du questionnement scientifique, et notamment du fait de ces changements globaux, des changements climatiques, des crises énergétiques, écologiques, etc., etc. Voilà. Tout ça, comme l'a dit également ma collègue lyonnaise, a aussi été très fortement accéléré du fait du passage au statut de métropole à partir de 2015, où le périmètre du territoire s'est lui-même étendu, et différentes problématiques liées aux changements globaux, notamment sur les ressources naturelles, c'est-à-dire que le territoire métropolitain est devenu beaucoup plus montagnard qu'auparavant, et de fait, des problématiques liées à des composantes véritables du territoire sont devenues des objets de recherche en tant que tels. Donc, partant de cette sorte de métacontexte que peuvent dessiner les changements globaux et qui se traduisent auprès de la métropole via différentes composantes ou différents objectifs que tout le monde partage d'une certaine manière aujourd'hui en matière de transition, de résilience, de préservation des communs, d'agir dans l'incertain, etc. Et surtout d'optimiser les capacités d'action pour les individus, pour les collectifs qui sont entrepreneuriaux, citoyens, etc., publics comme privés. Tous ces questionnements, donc, comme je vous l'ai dit, se sont particulièrement animés sur des thématiques biosociétales, l'agriculture, l'alimentation, la forêt, la biodiversité, avec un fort questionnement prospectif territorial derrière, évidemment. Et ce sont principalement ces thématiques qui sont celles traitées par le service dont je dépends aujourd'hui, donc le service agriculture, forêt, biodiversité, montagne. Et ces thématiques ont clairement mis à jour la nécessité d'un socle de connaissances scientifiques. Là, pour paraphraser mon chef de service très simplement, qui dit depuis pas mal d'années que quand on ne sait pas de quoi on parle, on ne fait pas de bonne politique, quoi. Donc, pas de bonne politique publique. Et sur les thématiques dont on a la charge dans ce service-là, on a véritablement la nécessité d'asseoir, de renforcer notre connaissance scientifique pour véritablement alimenter nos politiques publiques. Et ça se décline de manière assez pragmatique, de différentes manières. Premièrement, par des recrutements d'agents issus de la recherche de l'université, j'en suis un exemple. Dans mon service, on est, je crois, 5. Il n'y a plus que 2 docteurs. On était 3 docteurs il y a encore quelques mois. Donc c'est aussi une forte volonté, en effet, de notre hiérarchie, de miser sur ce type de compétences, de profil, au point même que mon nouveau collègue qui est arrivé il y a quelques mois occupe lui-même le poste de chargé de mission scientifique biodiversité. Voilà, c'est-à-dire qu'on a véritablement recruté quelqu'un sur cette dimension, cette compétence, sur un profil de poste véritablement à dimension scientifique.
Ensuite, évidemment, alors je ne les détaillerai pas, mais il y a de multiples projets, programmes de recherche appliqués, au travers desquels on est impliqué à différents degrés, et ça passe aussi par des statuts de partenaires, par exemple, auprès de l'ABEX, d'instances, de plateformes de recherche. Je pense notamment, par exemple, à la zone Atelier Alpes, qui est sous pilotage INRAE, CNRS, dont on est devenu un des rares membres d'ailleurs en tant que collectivité publique, mais ça aussi c'était un choix véritablement de la collectivité et des élus. L'accompagnement de thèse, que ça soit par des CIFRE, alors malheureusement, peut-être j'en dirai un mot tout à l'heure, mais il y en a beaucoup moins qu'à Lyon, des thèses CIFRE au sein de la métropole. Mais moi, typiquement sur mon budget, sur la ligne montagne, voilà, tous les 2-3 ans, je renouvelle. J'accompagne régulièrement des doctorants, c'est prévu, c'est dans mon budget, c'est fait pour, je finance tous les 2-3 ans, chaque année je fournis une demi-allocation de thèse, voilà, c'est convenu comme ça. Après, il y a évidemment les phases de terrain, c'est très important évidemment de sortir de nos bureaux et d'aller sur le terrain avec des chercheurs, avec des étudiants, dans le cadre d'ateliers par exemple, d'accueillir des stagiaires, d'intervenir, ça on avait eu l'occasion d'en toucher deux mots avec Paul. C'est vrai qu'il n'y a pas que, évidemment pas qu'à la métropole de Grenoble, mais c'est très important pour nous en fait d'intervenir dans des formations universitaires, de faire part aux étudiants, aux doctorants qui sont potentiellement de futurs agents de collectivité, de ce qu'on fait véritablement quand on est au bureau, enfin de ce que sont nos missions, et de faire comprendre aussi les passerelles entre le questionnement scientifique et la réalité d'un agent de collectivité territoriale. Après, évidemment, on a tout ce qui relève des séminaires, conférences, colloques qu'on peut de plus en plus élaborer ensemble avec nos partenaires scientifiques, ou alors réaliser sur le campus. Par exemple, je pense il y a quelques années, il y a un an et demi, on avait réalisé le premier forum Métropole Montagne qu'on avait justement fait dans les locaux de Sciences Po, ce qui nous a permis ensuite de tisser, de construire une proximité avec différents enseignants-chercheurs, dont on a d'ailleurs compris qu'ils étaient très intéressés par ce qu'on pouvait faire dans le cadre de nos missions. Après, voilà, il y a tout ce qui relève des réseaux, des dispositifs scientifiques collaboratifs, qui sont nombreux, et je dois dire que je suis particulièrement, pour ma part, attentif aux dispositifs émergents et portés par des doctorants. Je pense notamment, et je fais un clin d'œil à Laurence en passant, par exemple au collectif Personnage, c'est-à-dire des collectifs de jeunes chercheurs qui se mobilisent justement autour d'un faisceau de thématiques en invitant différents types de partenaires, dont des partenaires publics comme les collectivités, à venir réfléchir avec eux sur la base de leur recherche, sur la base de leur questionnement en émergence. Et je pense que c'est très important, et les collectivités doivent véritablement être vigilants par rapport à cette richesse lorsque elles ont la chance d'être implantées sur des territoires ou à proximité de campus qui donnent naissance à ce type de mouvement. On est aussi impliqué dans différentes chaires de recherche, et puis j'ai mis à la fin les publications entre parenthèses parce que c'est ce qui demande le plus de temps, que notre temps à tous est compté, et que pour avoir été un petit peu de ce côté-là, à faire des publications au moment où j'étais en laboratoire, voilà, c'est quand même un exercice qui est très codifié, très formaté, et c'est peut-être là difficile, en tout cas de mon point de vue, d'envisager des publications communes. Je finirai par quelques blocages de mon point de vue pour pas avoir donner une image un peu trop heureuse, bien que évidemment je reste très enthousiaste par rapport à ces partenariats, parce qu'il me semble que associer la recherche et l'université à l'action publique
métropolitaine, confronte celle-ci, comme je l'ai écrit, à 3 défis intrinsèques. Premièrement, penser et agir en transversalité. Voilà, c'est un peu le Graal des collectivités désormais. On court tous après, on progresse, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Surtout si on considère que ces partenariats en croissance avec la recherche, l'université, sont liés à ces changements globaux, aux crises énergétiques, écologiques, climatiques, qui mettent clairement en avant les interactions entre les thématiques objets de politique publique. Je ne détaillerai pas d'exemples particuliers parce qu'on n'a pas nécessairement le temps, mais c'est assez compliqué justement d'exprimer le fait que cette complexité est une richesse parce qu'elle permet de penser nos territoires non plus uniquement en termes de stock, mais surtout en termes de flux, et que cette complexité est justement à prendre en compte et à maintenir, mais en même temps doit être traduite dans nos organisations et dans la manière de construire les politiques publiques, et ça relève fortement de la transversalité à différents niveaux, et ça c'est vraiment, vraiment compliqué. De la même manière, le partenariat avec la recherche nous amène à bousculer nos cadres. Alors évidemment, ça renvoie à là aussi cette fameuse agilité, au principe d'adaptation, d'incrémentation, qui sont là aussi très compliqués. L'administration est faite pour être garante du cadre, et aujourd'hui, on nous invite très fortement à changer nos modes de faire, à dérégler les règles à la marge, plus ou moins. Donc ça aussi, c'est particulièrement, c'est un défi majeur. Et puis, enfin, à modifier nos rapports au temps et à l'espace. Le temps d'une collectivité, c'est beaucoup le temps du mandat, le temps du budget, ce qui n'est pas forcément le temps de la recherche. De la même manière, l'espace d'une collectivité territoriale, l'espace métropolitain, comme l'a expliqué notre collègue lyonnaise tout à l'heure, c'est 49 communes. Sauf qu'aujourd'hui, si on cherche à comprendre les phénomènes associés aux changements globaux sur notre territoire, évidemment, on est bien obligé d'aller au-delà de notre périmètre. Et c'est là où on rentre dans des logiques d'hybridation, de mixité, de partenariats un peu complexes entre des entités différentes, que ce soit des parcs, que ce soit des acteurs privés, que ce soit tout un tas d'organismes qui produisent de la connaissance et avec lesquels on a véritablement des objectifs d'hybridation. Je termine, Paul, je vous vois apparaître. Et c'est pour ça, c'est les derniers éléments, ça me semble. Donc ça, c'est ce qui relevait pour moi un peu du fond, parce que ça, c'est vraiment les gros morceaux, quoi. Mais en même temps, c'est les plus passionnants. Et puis, sur la forme, voilà, ça exige de mon point de vue de lever différents freins qui ne sont pas insurmontables, on y travaille, mais des fois c'est les plus enquiquinants au quotidien, on va dire. Donc d'identifier, créer les interfaces, les scènes, les dispositifs, les outils. Les outils, ça peut être du programme européen, du projet européen par exemple, et des personnes comme moi, humblement, ou d'autres, qui vont permettre de générer ces interfaces, qui vont permettre de répondre un peu aux défis que j'ai mentionnés sur le haut. Un aspect très important que je souhaitais vraiment souligner, c'est la question des cadres de partenariat, et notamment les modalités juridiques et financières d'établissement des partenariats de recherche. Où nous, par exemple, on utilise beaucoup les conventions de partenariat avec des labos, avec l'université, et on sait très bien que juridiquement, on est toujours un petit peu sur le fil. Et là, c'est très compliqué si à un moment, votre service financier vous dit « mais pourquoi tu travailles avec tel labo ? C'est de l'argent public, mise en concurrence, etc. » Et de là, tout le fin travail, tout le tissage que vous avez fait depuis des mois, des années pour construire une problématique, il peut très bien finir à la poubelle parce que vous n'êtes absolument pas sûr que si on tombe dans la logique des marchés publics, des marchés de recherche, ça soit particulièrement les chercheurs avec lesquels vous avez travaillé qui vont être lauréats. Après, pour aller plus vite, il me semble très important de révéler aux doctorants, aux jeunes docteurs, les opportunités de métier, de carrière, et des concours de la fonction publique. Moi, je me rappelle l'année de ma soutenance de thèse, mon directeur de thèse me disait « passe les concours ». Pour moi, à l'époque, c'était complètement surréaliste. J'avais absolument aucune idée de quoi il parlait. Ça me semblait complètement abscon. Je pense qu'il est important aujourd'hui de dire que la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'une manière générale peut être, y compris en premier emploi quand on est un docteur, un jeune docteur, peut offrir véritablement des opportunités d'épanouissement professionnel. Voilà. De la même manière, par rapport aux
au dispositif CIFRE, je dirais que c'est vraiment important d'avoir en lien avec son service RH et en lien avec l'ensemble de la collectivité une réflexion globale et ne pas tomber dans une logique que RH. Très clairement, la métropole grenobloise a un positionnement CIFRE que j'ai du mal à comprendre, que je trouve globalement frileux, parce que quand vous avez un doctorant CIFRE, il rentre dans l'effectif RH. Et quand vous êtes dans une période où on cherche plutôt à maîtriser, voire à réduire l'effectif RH, c'est pas forcément un doctorant, une thèse CIFRE que vous allez recruter. Voilà. Et puis pour finir, je dirais qu'il est important voilà, d'aller un peu au-delà des clichés, aussi bien pour les cadres de la fonction publique, c'est-à-dire qu'un jeune docteur, un chercheur, c'est pas qu'un rat de bibliothèque ou un laboratoire. Hein, j'y vais volontairement à coup de clichés moi-même, mais voilà, ce sont évidemment des profils qui apportent beaucoup au sein des équipes, et de la même manière pour les jeunes docteurs, je pense qu'il est important aussi, comme je l'ai marqué, de travailler les bases. C'est que il est aussi très important quand on développe ces partenariats ou avec les collectivités, ou quand on souhaite se rapprocher des collectivités, y compris dans une perspective d'emploi, par exemple, d'avoir quand même un minimum, voire un maximum de connaissances sur la fonction publique, les acteurs publics, et développer aussi des capacités de synthèse, de formalisation de scénarii, de propositions d'intervention pratiques, qui sont des choses dont on a véritablement besoin et qui ne sont pas du ressort de la recherche, ce que je peux bien comprendre, mais qu'il faut aussi au moins avoir en tête, et si ce n'est acquérir, lorsqu'on souhaite travailler davantage avec l'acteur public. Et je m'en arrête là. Merci beaucoup, Alexandre, pour tous ces éléments. Vous avez bien fait de parler de votre parcours, puisque c'était aussi intéressant, voilà, de voir comment une personne qui a fait de la recherche peut s'inscrire dans un travail universitaire. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps pour une question, mais bon, j'allais évoquer les leviers. Je crois qu'en même temps que les leviers, vous avez donné aussi, en même temps que les freins, vous avez aussi donné des pistes. Ces freins, il ne faut pas les imaginer si vous êtes une collectivité qui s'interroge sur la possibilité de ces collaborations pour la première fois. Les considérez pas uniquement comme des freins qui vous disent ne le faites pas, mais en tout cas, c'est bien de les connaître, de pouvoir les anticiper, de savoir ce à quoi vous pouvez être opposé dans votre démarche. Et donc, c'est important de réfléchir à ça en amont. Donc, merci encore, Alexandre. Pour rappel, la présentation sera disponible à la fin. Vous aurez tous ces éléments si vous le souhaitez. Ensuite, on va passer à une petite prise de parole des partenaires qui ont participé à la conception de ce webinaire. Donc, j'avais évoqué mon partenaire en 180 secondes. Ce sera peut-être même en 120 secondes, mais ce n'est pas grave, ce sera tout de même bienvenu. Peut-être on va commencer avec l'ADCF, Erwan Lebot. Si jamais vous voulez dire un mot, je vous invite à activer votre micro. Oui, merci Paul. Donc tout d'abord, merci à l'ESAM d'avoir organisé ce webinaire. Je pense qu'on est un peu en avance de phase. C'est un travail un peu exploratoire encore que de vouloir rapprocher les territoires et le monde de la recherche. Plusieurs pistes de freins ont été évoquées lors de ce webinaire qui était très intéressant. La présence de l'ADCF est directement liée à cet objectif que nous partageons, c'est-à-dire on l'a vu avec l'adoption de la loi sur la programmation de la recherche, que pour l'instant, vu de l'État, les territoires n'apparaissent pas comme un partenaire naturel des chercheurs. J'oserais dire que vu des chercheurs, c'est aussi le même ressenti pour la généralité. Alors on voit qu'ici, là, très concrètement, un certain nombre de territoires ont déjà organisé des partenariats parfois presque organiques. On pense à l'INRA et les services de l'eau de la métropole de Lyon, par exemple, parce que les hommes se connaissent, parce qu'ils sont issus des mêmes filières, ils ont la même culture, et donc le passage se fait facilement. Grégoire Feld rappelait ça aussi, en disant que finalement, ceux qui avaient déjà utilisé des labos de recherche se disaient, finalement, c'est pas si compliqué, et j'y ai pris goût et je vais recommencer. Donc, c'est travailler à ce rapprochement, faire le premier pas et partager une même culture. Alors, dans ce cadre-là, l'ADCF soutiendra déjà toutes les initiatives de l'ESAM sur ce sujet, bien entendu. Et d'autre part, je voulais signaler qu'avec l'AVUF et d'autres associations d'élus, on est en train de rédiger un guide qui s'appelle le B.A.B.A. de l'enseignement supérieur et de la recherche à destination des élus.
alors des élus du bloc local en général, notamment ceux des intercos, pour justement poser un peu les référentiels, le cycle, comprendre comment s'organise l'enseignement supérieur en France et la recherche, pour que les collectivités voient à quel moment, à quelle intersection elles peuvent apporter une plus-value, se servir de ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour le bien de leur territoire et aussi pour leur fonctionnement. Donc c'est évidemment un objectif assez ambitieux et donc on s'est dit qu'on allait poser un premier jalon avec ce B.A.B.A. qui, comme son nom l'indique, ne posera que les bases de cette culture commune. Et puis un dernier point, je crois aussi que travailler avec la recherche, c'est le signe d'une forme de maturité pour les territoires. Ça veut dire qu'on est capable de poser un problème soit en interne, soit dans le fonctionnement dans le déploiement de ces politiques publiques, et qu'on cherche une solution qui nous est propre. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à dupliquer la solution d'un consultant ou à appliquer une circulaire, une problématique identifiée par l'État, qui identifierait et proposerait aussi la solution, et il n'y a plus qu'à administrativement la déployer sur son territoire, mais que chaque territoire essaye de poser ce qui lui est spécifique et trouver des réponses spécifiques. Et là, la recherche peut apporter une plus-value. Et en ce sens-là, je pense que par rapport à l'enjeu des transitions, donc les transitions nombreuses et variées, démographiques, numériques, écologiques auxquelles nos territoires sont confrontés, je crois que les intercos ont à chercher des chemins qui leur sont spécifiques. Et que dans cette recherche, là, le consulter, s'appuyer sur la recherche publique, publique ou privée d'ailleurs, c'est un élément constitutif d'une solution propre au territoire et donc d'une certaine manière une affirmation politique ou en tout cas à minima le signe d'une maturité politique de nos territoires et en ce sens ça a un sens extrêmement fort pour la DCF et c'est pour ça que nous soutenons vos actions aujourd'hui comme demain. Voilà, merci à tous. Un grand merci Erwan pour ces paroles, ce soutien et surtout ces informations très intéressantes sur la publication prochaine d'un B.A.B.A. Sur la question de la recherche à destination des élus. Sans plus attendre, j'invite Jean-Baptiste Marie, directeur général du PUCA, à dire un mot à son tour. Directeur général du groupement d'intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains et collaborateur auprès d'Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA. Juste pour vous dire que 2 points, nous, d'ailleurs, on soutient fortement aussi cette démarche des 1000 doctorants pour les territoires et en particulier le rôle d'animation nationale que vous jouez. Je crois qu'on partage fondamentalement une vision commune sur la nécessité de construire un réseau des doctorants. Et puis, deuxième élément, qui est corollaire, c'est celui de créer une communauté d'acteurs hybrides qui sont en capacité de parler à la fois au monde de l'action et puis au monde de la recherche, que ce soit d'ailleurs les doctorants ou que ce soit pour les encadrants, les thèses ou la communauté d'ailleurs qui est rassemblée aujourd'hui autour de ce webinaire. Et ça, je pense que c'est au-delà de la communauté des doctorants que vous structurez, vous structurez également une communauté hybride d'acteurs qui sont en capacité de traduction, qui sont des passeurs dans ce contexte-là. Le deuxième aspect qui me semble important, c'est de rappeler peut-être quelques actions que nous avons pu porter conjointement. Bon, la première action qui est celle de la structuration d'un annuaire, un répertoire des jeunes chercheurs que vous pourrez retrouver en synthèse là, je l'ai ici à l'image, mais on vous le communiquera. Ce répertoire, il est peut-être moins intéressant pour être une liste, mais en réalité, il permet quoi? Il permet une interconnaissance croisée des sujets des doctorants, et ça, je crois que c'est important aussi de voir quels sont les sujets qui sont mis à l'agenda d'une certaine manière des collectivités, quels sont les sujets portés dans ce contexte là par les doctorants, mais aussi ceux qui sont proposés par les collectivités. Deuxième élément, c'est rappeler que conjointement, on construit un certain nombre de séminaires, d'actions communes et que j'espère voir se renforcer finalement dans les années à venir parce que on voit bien qu'on construit un dialogue acteur-chercheur, un dialogue avec les élus qui est intéressant et puis on interroge ce positionnement très spécifique du doctorant, un doctorant qui est dans un dispositif de recherche-action, un doctorant qui est embarqué au service finalement des collectivités et ce positionnement, il est à interroger
partagé dans le rôle et les missions qu'il a. Et puis, troisième élément sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est celui de la constitution d'un workshop pour 1000 doctorants pour les territoires et le programme POPSU, la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Et dans ce contexte-là, on travaillera conjointement, je crois, à Grenoble, à la structuration justement de cette capacité de dialogue entre les chercheurs, les élus et puis les doctorants. Je voudrais souligner peut-être très brièvement quelques éléments qui sont un peu saillants et qui, pour moi, sont de réflexion au regard de nos échanges aujourd'hui. Bon, dire tout d'abord qu'il y a une communauté de jeunes chercheurs et une nouvelle génération qui se constitue, que ce soit des jeunes concepteurs à travers le concours Europan, les jeunes chercheurs à travers POPSU, 1000 doctorants pour les territoires, le palmarès des jeunes urbanistes. Et ce sont finalement une communauté qui est en train de se créer pour penser les considérations, le monde de demain, et ça c'est intéressant de le dire. Je crois que le monde change radicalement et qu'il y a une communauté qui s'institue, et vous êtes d'une certaine manière, 1000 doctorants pour les territoires, une des composantes fortes de cette nouvelle génération. Deuxième aspect, c'est celui de se dire, il y a des nouveaux outils qui se déploient, et je crois qu'il faut le dire, des initiatives comme celles que vous êtes en train de porter, celles que nous partageons à travers les podcasts tels que Campagnes urbaines, ce cycle sur ancré dans les territoires et par l'arpentage, nous intéresse sur ce point. Et puis, dernier aspect, et je terminerai par là, c'est celui du programme POPSU Territoire que nous venons de lancer dans sa 3e session et qui a pour but vraiment de mettre au centre la jeune recherche à travers les maîtres de conférences et puis au centre les doctorants dans l'idée aussi de poser, les complémentarités territoriales comme nouvelle donne de réflexion, et puis 2, une inversion du regard qui nous permet d'apprendre des territoires, c'est-à-dire vraiment un rôle différent dans le positionnement de l'État, peut-être en écho par rapport à la première intervention, qui était de dire on est dans une vision parfois top-down. Et bien justement, je pense qu'il y a vraiment une inversion qui est en train de se poser, que ce soit dans les programmes qu'on porte conjointement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Marie, d'avoir rappelé ces collaborations et tous ces enjeux que vous êtes bien placés au PUCA pour connaître. Merci aussi à Aurore Meffroy, qui a beaucoup travaillé avec nous à la préparation de ce webinaire. Il est 16h30 passé. On se garde 2 fois 3 minutes pour 2 derniers mots avant que je dise le tout petit mot de la fin. J'invite tout de suite Marie Piron, cette fois-ci avec sa casquette de la VUF, à dire un petit mot. Alors, donc l'Association des villes universitaires de France, c'est une association qui regroupe actuellement 92 collectivités locales. Il s'agisse de municipalités, d'agglomérations, de métropoles ou de départements qui interviennent sur les questions de recherche et d'enseignement supérieur sur leur territoire. Pour les élus et également pour les personnels municipales qui travaillent sur ces questions-là. C'est un véritable centre de ressources. Je pense notamment à Ivry, on a une chef de mission enseignement supérieur et recherche, Licia Akari, qui est présente. Et c'est elle qui avait attiré mon attention sur le rôle de la VUF. Mais en tout cas, en tant qu'élu et en tant que personnel communal, je peux vous assurer que la VUF est un centre de ressources extrêmement important, parce que quand on doit développer une politique sur ces questions-là, c'est pas forcément une compétence qu'on a l'habitude d'exercer dans les communes, et donc pouvoir partager avec d'autres collectivités pour avoir un retour sur ce qu'elles font et partager en commun, c'est vraiment très essentiel. Le deuxième rôle de la VUF, c'est de formuler des propositions auprès de l'État et d'autres acteurs nationaux pour permettre une évolution de l'organisation nationale et territoriale de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment en lien avec les collectivités territoriales. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie Piron, pour ce petit mot concernant la VUF à laquelle vous êtes administratrice. Donc, Stéphane Vincent, à votre tour de dire un mot sur ce webinaire, un court mot. Oui, nous, on fait partie de ce qu'on appelle le tiers secteur de la recherche, c'est-à-dire qu'on fait partie de ces structures un peu hybrides, associatives. On a, nous, 40 collectivités adhérentes avec lesquelles, depuis 12 ans, on conçoit et on mène des programmes de recherche-action. Le dernier a duré 4 ans, a engagé 7 collectivités, des financements internationaux. Donc, on pratique un peu ces questions. Et moi, je voulais
faire des propositions aussi pratiques pour voir comment on pouvait avancer. On a l'impression que ça joue à la fois du côté des collectivités, mais peut-être aussi de la communauté de la recherche. Du côté des collectivités, c'est clair qu'il faudrait que ces questions de recherche soient intégrées beaucoup plus en amont, d'une part dans le projet politique, mais ça veut dire qu'il faut parler aux élus de politique et pas simplement de recherche. Nous, on a le sentiment qu'il faudrait renouveler les imaginaires politiques, leur parler des thèses expérimentales de John Dewey des années 20, de l'état expérimental, en gros leur montrer que la recherche, elle pourrait être consubstantielle à l'action politique. Il faudrait faire remonter la recherche aussi dans les projets d'administration. Aujourd'hui, quand une nouvelle équipe est en place, quand ils créent leur charte administrative ou leur stratégie ou leur projet administratif, ils ne parlent pas de leurs priorités de recherche. Donc là, c'est un moment, là, on est après les municipales où les équipes se reconstituent. Il pourrait y avoir une colonne recherche dans le moment où ils préparent leur projet administratif. Mais il y a aussi des choses à dire à la communauté de la recherche. Il faut aussi qu'elle réfléchisse à la façon de mieux coller aux réalités des collectivités. Ça a été dit à plusieurs reprises, épouser des formes de recherche un peu hybrides. Nous, on croit beaucoup à la recherche-action. On sait qu'elle est controversée dans le milieu académique, mais on pense qu'elle colle bien aux besoins de terrain des collectivités, à la recherche participative, au tiers secteur de la recherche. Et puis peut-être une proposition pour terminer, c'est considérer que la production de la recherche pourrait être un commun, c'est-à-dire que tout ça est quand même très en silo et on voit bien qu'il y a de vrais efforts pour mettre ça en partage. Mais à partir du moment où on considérait cette production, ces connaissances comme un commun, on serait obligé de les gouverner autrement et de créer des règles d'usage de ces contenus. Aujourd'hui, c'est quand même très peu partagé. Donc voilà pour terminer mes propositions. Merci beaucoup Stéphane Vincent pour ce mot de la fin. Je crois qu'on pourrait presque envisager très prochainement un webinaire stratégie territoriale de la recherche. Bon, pour terminer très rapidement, merci aux participants et aux participants d'être restés si nombreux alors qu'on a dépassé l'horaire de quelques minutes. Merci à nos partenaires, à celles et ceux qui ont participé à la conception du programme, mais aussi à ceux qui ont assisté au programme. J'ai vu Cédric Zabot de l'Association des maires ruraux de France et Pascal Gia de la NRT. On était très contents de les avoir parmi nous et je suis sûr qu'eux aussi auraient beaucoup à vous dire là-dessus. Cela sera peut-être probablement pour un prochain webinaire. Je remercie encore une fois à nouveau nos invités pour leur travail et leur disponibilité et pour la qualité de leurs interventions. Dès demain, je vous enverrai par mail via la liste diffusion que j'avais utilisée pour le lien du webinaire la présentation. Il y aura une petite coquille ou deux à corriger, mais comme ça, vous aurez vraiment une version en très bonne qualité. Et pour rappel, Solène André m'a transmis le nouveau document pour la période 2015-2020 des collaborations de la métropole du Grand Lyon avec la recherche. Si vous êtes intéressé pour le parcourir, n'hésitez pas à m'écrire à l'issue de ce webinaire. Et je vous le transmettrai. Vous avez mon adresse mail ici. Vous retrouverez également quelques éléments de synthèse sur cette diapositive. Je ne vous retiens pas plus longtemps, vous l'aurez dès demain, pour vous permettre de retenir quelques éléments un peu clés de ce webinaire. Merci encore à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée.